les commandants des 2 navires, qui sont maintenant l'un en face de l'autre pour se dire adieu après 2 années et demie de travail en commun, Gómez de Espinosa et Sebastián d'Elcano se sont déjà trouvés face à face, en une heure décisive. En cette nuit fatidique de la grande mutinerie de San Julián, le maître d'armes Gómez de Espinosa avait été le compagnon le plus fidèle de Magellan. C'est son coup de poignard audacieux qui avait permis à l'amiral de reprendre le Victoria et par là sauver toute l'entreprise. Par contre, Sebastián d'Elcano, qui n'était alors que sobresaliente, se trouvait du côté des mutins. C'est avec sa collaboration active que les autres rebelles s'étaient emparés du San Antonio. Magellan avait récompensé le fidèle Gómez de Espinosa et gracié le traître d'Elcano. Si le sort était juste, c'est à Espinosa que reviendrait l'honneur d'achever glorieusement l'œuvre de l'amiral. Mais le destin est plus généreux que juste. Et tandis qu'Espinosa, avec ses camarades du Trinidad, périra sans gloire, après d'indicibles souffrances oubliées de la postérité ingrate, c'est précisément l'homme qui voulait empêcher l'entreprise de Magellan que le sort couronnera. Adieu émouvant. 47 officiers et matelots vont entreprendre le voyage du retour avec le Victoria. 51 hommes attendront à Tidor, la remise en état du Trinidad. Jusqu'au moment du départ, ceux-ci restent à bord avec leurs camarades pour les embrasser une dernière fois, leur remettre des lettres et des commissions pour leur famille. 2 années et demie de travail en commun ont fait de cet équipage formé d'hommes de toute race et de toute nationalité un seul bloc. Désormais, aucune dissension, aucun conflit ne pourra plus les diviser. Lorsque le Victoria lève enfin l'ancre, ceux qui restent ne veulent pas encore se séparer de ceux qui s'en vont. Montés dans des canots et des barques malaises, ils rament le long du navire pour saluer une dernière fois leurs camarades, avant la séparation définitive. Ce n'est qu'au moment où le soir tombe et que les bras commencent à se fatiguer que les canots s'en retournent, et qu'en signe d'adieu, une salve d'artillerie salue les frères restés sur le rivage. Et le Victoria commence son voyage inoubliable. Ce voyage, autour de la moitié de la Terre, du petit voilier usé et fatigué par 30 mois de navigation incessante, appartient, lui aussi, aux grands faits de l'histoire maritime. En terminant l'entreprise de son chef disparu, Sebastián d'Elcano a réparé avec gloire la faute commise à son égard. Au premier abord, il semble que la tâche qui lui a été confiée n'est pas particulièrement difficile, car depuis le début du siècle, des navires portugais quittent régulièrement avec les moussons l'archipel malais pour le Portugal et vice-versa. Un voyage aux Indes, qui, une décade encore auparavant, sous Albuquerque et Almeida, était une expédition dans l'inconnu, n'exige plus alors que la connaissance de cette route, jalonnée par de nombreuses stations. À chaque escale, dans l'Inde et en Afrique, à Malacca, au Mozambique et au Cap-Vert, se trouvent des comptoirs et des fonctionnaires portugais. On peut s'y ravitailler facilement, car on y trouve en abondance des vivres et du matériel de rechange, et même des pilotes, en cas de besoin. Mais l'immense difficulté que doit surmonter D'Elcano consiste en ceci, que non seulement il ne peut pas utiliser ces escales portugaises, mais qu'il doit même passer très au large de la route ordinaire, car à Tidor, ils ont appris de la bouche d'un réfugié portugais que le roi Manoel a donné l'ordre de s'emparer des navires de Magellan et de traiter leur équipage comme pirates. En fait, c'est le sort cruel qui devait être réservé à leurs camarades du Trinidad. Il faut donc qu'avec son vieux voilier épuisé, vermoulu et chargé jusqu'au bord, ce bâtiment dont Alvarez déclarait naguère dans le port de Séville qu'il n'oserait même pas le prendre pour aller aux Canaries, D'Elcano traverse tout l'océan Indien, contourne le cap de Bonne-Espérance et remonte le long des côtes de l'Afrique sans débarquer une seule fois. Entreprise dont seule l'étude de la carte permet de saisir toute la témérité, et qui, même aujourd'hui, après 400 ans,
représenterait encore, pour un navire moderne, une prouesse extraordinaire. C'est le 13 février 1522, date mémorable, que commence ce bond sans exemple de l'île Timor à Séville. Une fois de plus, Del Cano a embarqué des vivres et de l'eau. Une fois de plus, fidèle à l'exemple donné par son chef disparu, il a calfaté et restauré de fond en comble le navire, avant de le livrer pour des mois au jeu des vents et des flots. Les premiers jours, il longe encore les îles, et voit de loin en loin la végétation tropicale et les contours de montagnes dressés au-dessus de l'horizon. Mais la saison est trop avancée pour qu'on puisse faire halte quelque part. Il faut utiliser le vent d'ouest. C'est pourquoi le Victoria passe sans s'arrêter devant toutes ces îles attrayantes, au grand regret de l'insatiable Pigafetta, qui n'a pas encore assez vu de choses étonnantes. Pour tromper son ennui, il passe son temps à se faire raconter par les indigènes de l'équipage, on en a embarqué 19, en plus des 47 Européens, toutes sortes de fables sur les îles larges desquelles on passe. Sur cette île, là-bas, vivent des hommes dont la taille ne dépasse pas 25 cm, mais dont les oreilles sont si grandes qu'elles pendent jusqu'à terre. La nuit, ils se servent de l'une comme matelas et de l'autre comme couverture. Sur cette autre, plus loin, ne vivent que des femmes. Les hommes n'ont pas le droit d'y pénétrer. Néanmoins, elles deviennent enceintes par le vent. Tous les garçons qu'elles mettent au monde, elles les tuent, et ne gardent que les filles. Mais, peu à peu, les dernières îles disparaissent dans la fumée des contes bleus que les Malais font au bon Pigafetta. Et bientôt, ils n'ont plus autour d'eux que l'océan sans bornes. Pendant des semaines et des semaines, tandis qu'ils traversent en une course aveugle tout l'océan Indien, ils ne voient que le ciel et la mer, d'une monotonie cruelle. Aucun homme, aucun oiseau, aucun son, rien que du bleu, encore du bleu, et l'immense surface vide et sans fin. Mais soudain, des profondeurs du navire, surgit le vieux spectre bien connu, le spectre blême aux yeux caves de la faim. La faim, leur compagnon fidèle de l'océan Pacifique, le bourreau impitoyable qui a déjà tué tant de leurs camarades. Il faut qu'il se soit glissé en cachette à bord, car le voici tout à coup au milieu d'eux, qui les regarde ironiquement. Que s'est-il passé? Une catastrophe imprévue, qui détruit tous les calculs de Sébastien Del Cano. Ils ont bien embarqué des vivres pour 5 mois, avant tout une grande quantité de viande, mais à Timor, ils n'ont pu trouver de sel. Et sous le soleil torride de l'océan Indien, la viande, insuffisamment saumurée, commence à se putréfier. Pour échapper à l'odeur pestilentielle qui monte de la cave, il faut jeter par-dessus bord toute la provision. Et ils n'ont plus maintenant que du riz pour toute nourriture. Du riz et de l'eau et du riz, et toujours moins de riz et toujours moins d'eau. Celle-ci d'ailleurs de plus en plus saumâtre. De nouveau, le scorbut fait son apparition. De nouveau la mort frappe parmi eux. Au début de mai, la situation devient telle qu'une partie de l'équipage déclare que, plutôt que de mourir de faim, il est préférable de se diriger sur le Mozambique et de livrer le navire aux Portugais. Mais avec le commandement, c'est aussi la volonté de fer de Magellan qui est passée dans l'âme de l'ancien mutin. Le même Del Cano, qui voulait autrefois contraindre l'amiral à prendre le chemin du retour, exige à présent de ces gens qu'ils fassent appel à tout leur courage, et il réussit à leur imposer sa façon de voir. « Nous décidâmes qu'il valait mieux mourir que de tomber aux mains des Portugais », pourra-t-il raconter plus tard fièrement à l'empereur. Un débarquement audacieux sur la côte de l'Afrique orientale ne donne aucun résultat. Ils ne découvrent ni eau ni fruits dans ce pays complètement nu. Et il leur faut reprendre le terrible voyage sans avoir trouvé aucun adoucissement à leur misère. Au cap de Bonne-Espérance, involontairement il l'appelle de son ancien nom, Cabo Tormentoso, cap des tempêtes, une tempête effroyable leur enlève le mât de misaine et fend le grand mât. Surmenés, chancelant de fatigue, les matelots réparent tant bien que mal les dégâts. Lourdement, lentement, gémissant, le navire se traîne comme un blessé le long de la côte africaine. Mais ni pendant la tempête, ni par temps calme, ni le jour, ni la nuit, le terrible persécuteur ne les lâche un seul instant. Le spectre gris de la faim ricane, car cette fois, il a inventé une torture nouvelle, plus diabolique que toutes les autres. En effet,
Les cales du navire ne sont pas vides, comme lors de la traversée de l'océan Pacifique. Au contraire, elles sont pleines jusqu'au bord. Le Victoria emporte avec lui 700 quintaux d'épices, c'est-à-dire assez pour assaisonner le repas le plus abondant de plusieurs centaines, de milliers, de millions d'hommes. Mais à quoi servent ces épices à un équipage affamé? Peut-on mordre dans des grains de poivre, remplacer le pain par de la cannelle ou des noix de muscade? De même que c'est une ironie cruelle de mourir de soif sur la mer, de même à bord du Victoria, la souffrance la plus diabolique est de mourir de faim au milieu d'une montagne d'épices. Chaque jour, on jette par-dessus bord de nouveaux cadavres. Sur les 47 Espagnols partis de l'île de Timor, il n'en reste plus que 31. Et sur les 19 indigènes, 3 seulement, lorsque le navire, épuisé après 5 mois de navigation incessante, arrive enfin, le 9 juillet, en vue des îles du Cap-Vert. Les îles du Cap-Vert sont une colonie portugaise, et Santiago, un port portugais. Y faire escale, c'est se livrer à l'ennemi, capituler au seuil même de la victoire. Mais il n'y a plus de provisions que pour 2 ou 3 jours à peine. La famine ne leur laisse pas le choix. Il faut débarquer. Et ils useront d'un stratagème audacieux. Avant d'envoyer ces gens à terre, Del Cano leur fait jurer de ne pas révéler aux Portugais qu'ils sont les derniers survivants de la flotte de Magellan. Ils raconteront qu'une tempête les a poussés d'Amérique, par conséquent un territoire espagnol. Et en fait, le mât fendu, l'état effroyable de la coque, donnent à ce récit un air de vraisemblance. Sans poser beaucoup de questions, sans envoyer les fonctionnaires examiner la cargaison, les Portugais, par esprit de camaraderie, font bon accueil au canot. Ils fournissent aux Espagnols de l'eau en quantité et des vivres frais. 1 fois, 2 fois, 3 fois, le canot revient à bord chargé de provisions. Déjà, il semble que la ruse est pleinement réussie. Déjà, les vivres dont ils disposent à présent leur permettront d'atteindre Séville. Une 4e fois, Del Cano envoie la barque chercher du riz et des fruits. Ce sera la dernière. Après, on s'en ira. Mais voilà qui est étrange. La barque ne revient pas. Del Cano n'est pas long à comprendre ce qui est arrivé. L'un des matelots a dû prononcer des paroles imprudentes ou essayer de vendre quelques épices contre de l'eau-de-vie. En tout cas, il semble que les Portugais ont reconnu le navire de Magellan, car déjà Del Cano remarque qu'au rivage, on prépare un bâtiment pour retenir le sien. Seule l'audace peut encore le tirer de là. On laissera les autres à terre, tant pis. Et quoique le Victoria n'ait plus que 18 hommes à bord, probablement trop peu pour conduire jusqu'en Espagne le navire qui fait eau, Del Cano donne l'ordre de lever l'ancre et de hisser les voiles en toute hâte. C'est une fuite, il est vrai, mais une fuite au seuil de la victoire. Mais si court et si dangereux qu'a été l'arrêt aux îles du Cap-Vert, c'est précisément ici que Pigafetta, le brave chroniqueur, réussit à vivre enfin au dernier moment un des miracles pour lesquels il a entrepris ce voyage. Là, il observe le premier un phénomène qui, par sa nouveauté et son importance, excitera l'intérêt du monde entier. Les hommes qui ont débarqué pour acheter des vivres apportent la nouvelle qu'à terre, c'est jeudi, alors que sur le bateau on leur a assuré que c'était mercredi. Pigafetta s'étonne. Jour par jour, pendant toute la durée du voyage, il a tenu son journal et inscrit sans cesse lundi, mardi, mercredi, etc. Aurait-il oublié un jour ? Il interroge Alvo, le pilote, qui a inscrit également chaque jour dans son livre de log. Et chez lui aussi, c'est mercredi. Il faut croire qu'en allant toujours vers l'est, les navigateurs ont, d'une façon inexplicable, gagné un jour. La communication faite par Pigafetta sur cet étrange phénomène étonne tout le monde cultivé. Un secret a été dévoilé, dont ni les sages de la Grèce, ni Ptolémée, ni Aristote n'ont soupçonné l'existence, et que seule l'entreprise de Magellan a permis de découvrir. Cette nouvelle connaissance que quiconque fait le tour de la Terre dans le sens de sa rotation peut gagner un temps sur l'infini excite chez les humanistes du XVIe siècle un intérêt aussi vif que la théorie de la relativité aujourd'hui. Pierre Martyr se fait aussitôt expliquer ce phénomène par un savant, et il l'explique à son tour à l'empereur et au pape. Ainsi, c'est ce petit chevalier de Rhodes
qui a rapporté de ce voyage le plus précieux de tous les biens, une connaissance nouvelle. Mais le navire n'est pas encore au bout de sa course. Le Victoria, harassé, les jointures gémissantes, se traîne toujours pesamment à travers les flots. Sur les 66 hommes que comptait l'équipage au départ des îles des Épices, il n'y en a plus que 18. Or, c'est précisément à présent qu'il faudrait des bras solides pour la manœuvre, car au moment de toucher au but, une catastrophe menace. Les vieilles planches du navire ne joignent plus. L'eau s'infiltre de plus en plus à travers les fentes. Tout d'abord, on essaie d'y parer, au moyen d'une pompe, mais cela ne suffit pas. En fait, il faudrait jeter par-dessus bord une partie de la cargaison afin de diminuer le tirant d'eau, mais Del Cano ne veut pas toucher au bien de l'empereur. Nuit et jour, l'équipage surmené s'épuise à manœuvrer 2 pompes, et en même temps, il faut continuer à assurer le travail ordinaire du navire, serrer les voiles, tenir la barre, occuper la hune, etc. Besogne écrasante pour cet équipage réduit. Les matelots, qui ne dorment plus depuis plusieurs nuits, n'en peuvent plus. Tels des somnambules, ils vont à leur poste en titubant. Fatigués, écrit Del Cano à l'empereur, comme jamais hommes ne le furent. C'est le 13 juillet qu'ils sont partis des îles du Cap-Vert, et c'est le 4 septembre 1522 qu'un cri de joie retentit. Le cap Vincent est en vue. C'est à cet endroit que se termine pour nous l'Europe. Mais pour eux, qui viennent de faire le tour du monde, c'est là qu'elle commence, que commence la patrie. Lentement, le rocher abrupt émerge au-dessus des flots, et au fur et à mesure qu'ils s'en approchent, leur courage se ranime. En avant, plus que 2 jours et 2 nuits, plus que 2 nuits et 1 jour, plus qu'1 jour et 1 nuit, plus qu'1 nuit, une seule. Et enfin, tous se précipitent et se rassemblent sur le pont, le visage rayonnant de joie. Voici que se dessine un mince ruban d'argent, le Guadalquivir, qui débouche dans la mer à Sanlúcar de Barrameda. C'est de là que sont partis, il y a près de 3 ans, sous la direction de Magellan, 5 navires et 265 hommes. Aujourd'hui, s'avance seul le plus petit des 5, qui jette l'ancre à la même place, et 18 hommes en sortent, en titubant, qui tombent à genoux et embrassent la bonne et solide terre maternelle. Le 6 novembre 1522 s'achève ainsi le plus grand voyage sur mer qui ait jamais été accompli. À peine débarqué, le premier soin de Del Cano est d'envoyer un message à l'empereur pour lui annoncer la grande nouvelle. Puis, leurs mains avides saisissent le pain chaud et frais qu'on leur tend. Depuis des années, ils n'ont pas senti cette bonne mie tendre entre leurs doigts, ils n'ont pas goûté de vin, la viande, les fruits de la terre natale. On les regarde comme s'ils étaient des échappés de l'enfer. Après avoir mangé, ils se jettent sur leur paillasse et dorment toute la nuit, tranquillement, pour la première fois depuis des années, le cœur serré contre celui de la patrie. Le lendemain matin, le Victoria, qui a si bien fait honneur à son nom, remonte le Guadalquivir dans la direction de Séville. De tous les bateaux qu'il croise, on les regarde avec étonnement, on les appelle. Qui sont-ils? Quel est ce navire? Personne ne se souvient plus d'eux. Depuis longtemps, l'Espagne et le monde entier ont cru perdu et englouti la flotte de Magellan. Et voilà que le petit navire victorieux revient, avançant péniblement mais fièrement, vers le triomphe qui l'attend. Enfin, brille au loin la Giralda, la tour blanche de Séville. On aperçoit le port de Las Muelas, d'où sont descendus les 5 bâtiments. « Aux bombardes !» commande Del Cano. C'est le dernier ordre du voyage. Une salve retentit. C'est ainsi qu'il y a 3 ans, ils ont pris congé de la patrie. C'est ainsi qu'ils ont salué la découverte du fameux détroit et plus tard l'entrée dans l'océan Pacifique. C'est par une salve semblable qu'ils ont salué la découverte des Philippines et annoncé l'accomplissement de la tâche que s'était fixée Magellan. L'arrivée aux îles des Épices
par la route de l'Ouest. C'est ainsi qu'ils ont pris congé de leurs camarades restés à Tidor, mais jamais la voix d'Airain n'a résonné si claire et si joyeuse qu'aujourd'hui, car elle annonce que nous sommes de retour. Nous avons fait ce que personne n'a fait avant nous, le tour du monde.